Goma, Nord Kivu, est de la République démocratique du Congo. À quelques kilomètres du centre-ville, 15 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, mènent un combat quotidien pour leur survie. Nous sommes au camp de Mugunga 3, une étendue de lave pétrifiée parsemée de tentes de fortune. C'est un nouveau déplacé, c'est un infirmier. Mais parce qu'il est ici, c'est lui qui assiste les autres avec le moyen de bord. On a attaqué votre village? Oui, oui. Vous êtes parti avec combien de personnes? Tout seul? Avec tout le village? Tout le village. Dio. Tout le village a fui. Tout le village comme Katunda, Kirambo, Nani Usurungi. Tout le monde a fui. Oui. Claude Bikorera, le président du camp, déplore une situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader. Aucune assistance alimentaire, une aide médicale insuffisante. Les déplacés sont abandonnés à leur propre sort. C'est un ancien camp ici. Oui. Et compte tenu des conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre, on a essayé de les occuper. Les apprendre un petit métier, par exemple la fabrication des briquettes. Oui. Ils viennent de construire une boulangerie. Normalement, ceux qui fabriquent les briquettes devaient vendre à ceux qui fabriquent le pain, Oui. pour qu'on puisse utiliser ça comme combustible. Et lorsqu'on a fabriqué le pain, on puisse vendre, ainsi de suite. Mais actuellement, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de moyens. La plupart de ces déplacés vivent ici depuis 4 ans. Ils ont été rejoints par de nouvelles familles ayant fui le territoire de Masisi, l'un des théâtres de la nouvelle insurrection dont les protagonistes sont d'ex-rebelles d'origine rwandaise, intégrés à l'armée congolaise en 2009 dans le cadre d'accords de paix. Vive la colonel! Elle est la femme du colonel. Ni vous avez tout à colonel, général, banane. Je vous ai dit que comme ils vivent dans des régions de guerre, ils ne connaissent que le général, le colonel, le capitaine. Où est-ce qu'ils viennent exactement? Vous dites ok, ou Famandou, Massis. Bon nombre d'organisations humanitaires internationales ont des projets dans le Nord Kivu. La plupart des 20 000 casques bleus de la mission de l'ONU y sont déployés. Mais sur place, il est difficile de trouver les traces de l'aide et du développement. La corruption, très répandue dans le pays, amplifie les distorsions du système de l'aide internationale. Ces ONG, normalement, ne doivent pas travailler pour le développement de ces quartiers pauvres. Les ONG se nourrissent premièrement eux-mêmes. Alors il y a deux économies finalement. Il y a l'économie des ONG, il y a l'économie du peuple. Un qui gagne $1 par jour, l'autre qui se paye des Coca-Cola à $3. Mais souvent on pense que le développement c'est pour eux-mêmes. C'est le quartier là où ils sont en train de construire, là où il y a des belles maisons. Et pas pour les gens de Goma. Non, ça c'est pas pour les gens de Goma. Mais entre-temps, tous les employés sont dans des belles maisons, ils circulent en Range Rover. Le bénéfice est tiré par les employés de l'ONG. Moi j'ai participé à une ville où on a fait des États-Unis. On remplit ça avec des choses qui ne vont jamais servir. Et on met sur ça en valeur de 250 000 $. Alors, la charité va écrire pour résolver un coût, ils ont fait un don de 250 000 $. Des trucs qui ne vont jamais servir. Quand on l'envoie en Afrique, qui est-ce qui gagne en tout ça? C'est la compagnie d'expliquer ça. C'est les employés de l'ONG qui ont fait toute la paperasse, c'est les bateaux qui envoient ça. Ici, c'est à jeter à la poubelle quand ça arrive. Au siège de la coordination de la société civile du Nord Kivu, on échange les dernières informations sur le conflit qui ravage actuellement les villages de l'intérieur. On parle également des causes et des protagonistes de l'insécurité qui se répète cycliquement dans cette région riche en ressources naturelles, notamment en minerais. Si vous allez dans les Walikale, ou bien dans les Masisi, où on extrait les coltons, vous allez pleurer en voyant ce qui arrive. Il y a des milliards et des milliards, certaines personnes disent même 300 milliards annuellement qui quittent Masisi et Walikale. Mais qui les exploite, ces mines? Ces minerais sont exploités par des opérateurs économiques congolais. Et aussi
des multinationaux qui passent par le canal des exploitants. Mais est-ce qu'ils contribuent au développement de ces milliers? Souvent, non. Les parcours, c'est exploité d'abord par les enfants du milieu qui sont très mal payés. Ils sont exposés aussi à la radiation. Ça, c'est un problème. Et vous allez voir leur mode de vie. Si vous visitez même leur maison, ce sont des gîtes. Ce ne sont même pas les locaux qui extraient les minéraux. C'est comme si ce sont des groupes armés et des militaires même congolais qui exploitent ces minéraux avec quelques autorités locales. Puis on achemine avec les pays voisins. Puis les pays voisins acheminent acquis des droits. Donc c'est ça. Vous verrez que toutes les zones minières sont insécurisées. Donc la population, c'est un problème. Et ce sont les femmes, les enfants qui sont en train de mourir pour rien franchement. Et c'est à cause même de ces minéraux qu'on est en train de mourir. Pour la société civile, il n'y a pas de doute. Milices et groupes armés entretiennent l'insécurité dans la région, notamment au bénéfice des compagnies minières, locales et multinationales, qui s'appuient sur un allié et partenaire commercial, le Rwanda. Vous savez, ceux qui sont en train d'entretenir la guerre à l'Est, ils savent que lorsque le Congo est organisé, lorsque les choses sont bien gérées, ils ne vont pas profiter. C'est dans les désordres qu'eux entretiennent. L'exemple est clair. Lorsque le Rwanda est en train de malmener la population qui produit, la population agricultrice, le Rwanda est en train de produire tout ce qui est consommé dans la ville de Goma aujourd'hui. Les choux, la carotte, le maïs, l'huile et tout, ça vient maintenant du Rwanda. Et c'est pourquoi le Rwanda a l'intérêt de laisser les FDLR dans les territoires de Massissi, dans les territoires de Rutshuru, pour que la population du Nord Kivu ne puisse plus produire. Un deuxième élément, c'est lorsque, sur le plan des mines, lorsque les Congolais sont organisés, lorsqu'il y a la traçabilité, lorsqu'il y a la chaîne organisée pour ce qui est de l'extraction, donc du carré minier jusqu'au dernier consommateur, s'il y a une chaîne qui est bien suivie, les voisins, donc ceux qui entretiennent la guerre au Nord Kivu, ne vont pas en profiter. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est le plus grand producteur de minerais. Ça vient d'où? Si on peut aller poser la question aux consommateurs finaux, est-ce que nous pouvons descendre au Rwanda et nous montrer les sites où on exploite tous ces minéraux qui sont censés provenir du Rwanda? Est-ce qu'on peut nous montrer ces sites-là? C'est plutôt des minéraux qui viennent de Walikale, qui viennent de Lubero, qui viennent de Massissi. Une fois extrait, il n'y a pas une chaîne, il n'y a pas de contrôle. Ceux-là qui sont en train de faire la guerre, les Bosco Ntaganda, les Makenga, ils prennent tous ces minéraux. On a rencontré chez lui, dans la ferme à Kiloliwe, des tonnes et des tonnes de minéraux, des tonnes et des tonnes d'armes et munitions qu'il donne à ces bandes armées. Il donne des armes, il donne des munitions, et en contrepartie, on lui donne les minéraux. Et ces minéraux sont directement acheminés au Rwanda, à l'intérêt, à l'avantage des Rwandais. Walikale a besoin de se développer, Massissi a besoin de se développer. Et si les investisseurs peuvent venir mettre fin à toutes ces guerres, je pense qu'ils peuvent gagner, mais aussi nous les Congolais, nous allons gagner. On veut nous prendre pour des idiots, nous les Congolais, pour des naïfs, mais on en a assez. On en a assez. Je pense qu'il est temps que la communauté internationale cesse de jouer au malin, cesse de jouer à ce qu'on appelle deux poids deux mesures. Après un génocide qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes, le Rwanda est lancé à grande vitesse sur les rails du développement. Son président, Paul Kagame, veut en faire un Singapour d'Afrique. Le développement vanté par la capitale Kigali et son million d'habitants, soit 10% de la population, n'a pas encore atteint les campagnes.
Dans les villages, le niveau de pauvreté est encore très élevé. Eau potable et électricité sont encore un luxe pour la majorité des Rwandais. Malgré un développement à 2 vitesses, stabilité, sécurité, opportunités économiques sont les atouts indéniables de ce petit pays situé au cœur du continent africain. Certains déplorent toutefois les dérives autoritaires du président Kagame et de son parti, le FPR, au pouvoir depuis 1994. Les rares partis d'opposition dénoncent une absence totale de liberté démocratique. Apparemment, on dit qu'au Rwanda, il y a à peu près 10 partis politiques. Qu'on dit ces partis d'opposition, mais il y a à peu près 20 ans. On ne les attend pas. Ils ne mènent pas même des discussions au Parlement. Lors de la campagne électorale, ils accompagnent le FPR et souvent ils disent qu'ils sont aux côtés du FPR. Tous les partis d'opposition qui ont essayé de naître, je dirais, à savoir le PS Mberakuri de Benan Naganda qui est en prison aussi. Il y a aussi l'ancien président Pasteur Bizimungu qui a été emprisonné juste parce qu'il avait essayé de créer un parti politique. On l'a accusé des mêmes crimes que ceux qu'on accuse Victoire. Il y a aussi le Green Party qui a essayé de naître, mais finalement qu'on a terminé à fuir. Pourquoi le président a peur de vous? La réponse est simple, parce qu'il n'est pas sûr de lui-même. Voilà, ici il y a un président qui dit que la population l'a élu à 93%. Alors pourquoi il a peur de ces 7% qui restent? C'est parce qu'il connaît que dans les élections au Rwanda, c'est des élections forcées. On force la population à élire quelqu'un. Le parti, nous avons un parti unique. Nous avons un gouvernement qui manipule beaucoup la communauté internationale et qui veut se voir comme un gouvernement exemplaire. Les propriétaires des grandes maisons que vous avez observées ici à Kigali sont des gens qui sont venus en Ouganda, ils sont des militaires, ils sont des ministres, ils sont des députés, ils sont des gens chargés, des chefs des institutions de l'État. Majoritairement venus de l'Ouganda. On peut dire en bref, c'est une sorte de discrimination, mais qui est difficile à déterminer, à montrer. Les problèmes du Rwanda sont connus d'abord par les Rwandais. Alors, ce sont des Rwandais qui connaissent bien ce qui se passe dans leur pays. Malheureusement, au Rwanda, on ne parle pas. On ne parle pas à haute voix. Les gens ne peuvent pas oser. Ils peuvent préférer mourir passivement que parler de ce qui se passe. Parce que, par exemple, quand on essaie de parler un mot ou tout dit, là, on vous accuse directement. Beaucoup de gens sont déjà en prison à cause de ce prétexte-là d'idéologie du génocide. Alors, il y a beaucoup de gens, je connais beaucoup, surtout de grandes personnalités. Il y a des prêtres, il y a des civils, il y a des gens qui ont essayé de faire des réactions sur des problèmes du pays. Alors, tous ces gens sont accusés d'idéologie du génocide. L'implication présumée de Kigali dans la guerre à l'est du Congo est un sujet tabou pour l'opinion publique rwandaise. Mais la reprise du conflit en avril dernier suscite de plus en plus de préoccupations dans le pays des 1000 collines. Nous sommes contre la guerre qui ravage le Congo. Mais nous avons des informations sûres que les jeunes rwandais sont recrutés et puis entraînés et après acheminés à l'est du Congo. Alors, il y en a qui donnent des informations qu'il y a eu des blessés dans les hôpitaux du Rwanda. Alors, des blessés militaires. On se pose des questions. Alors, ces entraînements qu'on est en train de faire et qui sont faits par des gens de l'armée, est-ce que le Rwanda se prépare à une guerre? Est-ce que ce sont des gens qui vont faire l'entrée dans l'armée nationale?
est-ce que le Rwanda a besoin de la ramener jusqu'à l'amasser, les jeunes qu'on l'amasse dans des villes, partout ou là. Alors on se demande. Et je me rappelle qu'il y a eu pas mal de rapports qui disaient que le Rwanda est parmi les premiers pays exportateurs de minerais. Parmi les 5, je dirais. Il y a un jour. Est-ce qu'il y a des minerais au Rwanda? Il y a des minerais, mais des minerais qui n'arrivent pas à donner au Rwanda le rang des grands exportateurs. Il y a des minerais qu'on est en train de piller tout en bousculant la vie humaine des Congolais. Il y a à peu près, maintenant on arrive à dire qu'au Congo, dès 1996, il y a à peu près 5 millions de morts. Il y a eu 5 millions de morts. Alors, des millions de morts et de déplacés, une génération sacrifiée au nom d'intérêts inavoués.